Alors, on va regarder des exemples visuels qui vont nous préparer à comprendre un indicateur très important, un indicateur qui va mesurer la performance du modèle, que je vais révéler dans un instant. Alors, premier graphique ici, ce graphique montre un ensemble donc, de données et une droite de régression qui semble avoir du mal à capturer un peu la tendance des données. Donc les points sont dispersés de façon relativement, je dis bien relativement éloignée de la ligne, ce qui nous indique que notre modèle ne parvient pas efficacement à prédire les valeurs réelles. Donc la ligne ne reflète ici, la ligne ne reflète pas fidèlement la relation entre deux variables. Alors je vous préviens, il y a pire. C'est juste que c'est relatif. Par rapport au deuxième exemple où les points vont plutôt coller à la ligne. D'accord? On a des modèles quand même pires que ça. Ça c'est relativement linéaire. Mais bon. Donc en effet, sur le deuxième graphique, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire que les points de données sont regroupés donc, de manière plus serrée autour de la ligne de régression, ce qui suggère que la droite de régression est plus efficace, est bien plus efficace, en tout cas que le premier modèle, pour prédire les valeurs réelles. Donc ça reflète en fait une relation qui est très forte entre les x et les y, les valeurs de x et les valeurs de y. La ligne ici semble bien être un résumé en fait de la tendance des données. Donc ces deux scénarios que je viens de montrer soulignent une question essentielle. Comment pouvons-nous quantifier et comparer la précision prédictive de nos modèles? Je parle bien entendu des modèles de régression linéaire. Est-ce qu'il existe un moyen de dire en un coup d'œil si un modèle est probablement bon ou mauvais pour nos besoins de prédiction? Donc la réponse réside dans un concept que nous allons maintenant introduire, c'est le coefficient de détermination. Le coefficient qui est appelé R2, R au carré, que nous allons détailler tout de suite. Alors, le R2 est un indicateur clé de la qualité de notre modèle. Il indique dans quelle mesure les données réelles correspondent aux valeurs prédites par le modèle. Alors, plus précisément, le R2 nous donne une idée de combien de la variabilité de Y, peut être prédite à partir de la variable X. Alors, un R2 égale à 1 comme nous allons voir, indique que notre modèle explique toute la variabilité de Y autour de sa moyenne, avec des prédictions parfaites. Tandis qu'un R2 égale à 0 signifie que le modèle ne fait pas mieux que de simplement prédire la moyenne de Y, en fait, indépendamment de X. On va voir tout ça dans le détail. Alors, comment calculons-nous le R2 Alors, la formule est la suivante. Alors, il y a plusieurs formes possibles pour cette formule du R2. J'ai choisi cette forme-là, vous voyez ici. Les double S ici, ça signifie sum of squares en anglais. C'est la somme des carrés, sum of squares. TOT, c'est total. Donc ici, c'est la variabilité globale de mes Y, la variable Y, autour de la moyenne. Donc c'est la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et la moyenne des valeurs observées. D'accord? La moyenne, c'est Y bar. D'accord? Ensuite, j'ai SSRES. Alors, RES, c'est résiduel, résidual en anglais. SS, c'est la sum of squares, c'est la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées, donc les YI, et les valeurs prédites par le modèle. En fait, c'est l'écart par rapport à la droite ici, l'écart que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Ça, c'est l'écart résiduel. En fait, c'est la partie qui n'est pas expliquée par le modèle. D'accord? C'est la variabilité, c'est la partie de SSTOT qui n'est pas expliquée par le modèle. D'accord? Voilà. Donc, en fait, je ne l'ai pas rajouté pour pas trop complexifier les choses, mais SSTOT, ça va être SSRES plus un autre SSREG, si on veut. REG, c'est la partie expliquée par le modèle. D'accord? Ce qui me donne à la fin, donc R2, c'est 1 moins SSRES sur SSTOT. En fait, R2, ça va être le pourcentage de la variabilité expliquée par le modèle. D'accord? Puisque ça, c'est la partie non expliquée par le modèle. D'accord? Alors, juste une observation, c'est que la variabilité globale, c'est-à-dire la variabilité des points par rapport à une moyenne, imaginez ici une droite qui représente la moyenne des YI, cette variabilité sera toujours plus grande que cette variabilité-là. D'accord? Ce sera toujours plus grand. Imaginez pour ce point-là, ça va être la variabilité par rapport à la moyenne, ça va être ça, SSTOT, la contribution de ce point du moins, et la variabilité par rapport à SSRES, par rapport aux valeurs prédites, ça va être ça. Donc en fait, on aura ce terme qui va toujours être supérieur à ce terme. D'accord? De sorte que R2, en fait, ça sera une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Donc R2, en fait, ça capte ou ça quantifie un petit peu la partie qui est expliquée par le modèle. En fait, la partie de la variabilité qui est expliquée par le modèle. D'accord? Donc en fait, le R2, pourquoi on dit que le R2 nous permet de comprendre l'efficacité de notre modèle? C'est parce que plus R2 est proche de 1, plus cette partie-là est proche de 0. Donc le SS résiduel va être proche de 0. Ça veut dire que les YI sont très proches des Y chapeau ici. Et donc ça veut dire que notre modèle peut être considéré comme précis dans ses prédictions. D'accord? C'est ça en fait notre jauge, c'est le R2. Plus il va être proche de 0, de 1 pardon, plus il va être proche de 1, plus le modèle va nous fournir des prédictions précises. A contrario,
plus le 1R2 est faible, donc on va dire proche de 0, plus cette partie-là va être proche de 1, d'accord? Et plus la partie résiduelle va être proche de la partie totale, d'accord? Donc en fait, le modèle, il n'explique pas grand-chose en fait, d'accord? Puisque la partie résiduelle ici est proche de la variabilité totale. En fait, le modèle ne parvient pas à expliquer une grande partie de la variabilité de Y autour de sa moyenne. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que les variables indépendantes ici, la variable indépendante n'a pas une forte relation linéaire avec Y, d'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Voilà, donc une remarque tout de même, avant de clôturer ce chapitre sur les formules, il est important de se rappeler que même quand on a un R2 élevé, d'accord? Donc j'ai déjà expliqué les conséquences. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne garantit pas que le modèle est approprié, forcément, d'accord? C'est-à-dire qu'il est bon sur les données d'apprentissage, ici, sur le point d'apprentissage, d'accord? Parce que des fois, on peut atteindre un R2 qui est fort, hein, qui est proche de 1, ce qui est de bon augure, mais en fait, on l'atteint des fois pour des modèles qui sont, on appelle ça des modèles surajustés, d'accord? C'est-à-dire des modèles qui fonctionnent très bien sur les données d'entraînement, mais des fois qui ne sont pas susceptibles, enfin, plutôt qui sont susceptibles de ne pas bien généraliser sur de nouvelles données non vues, d'accord? On appelle ça, en anglais, c'est un problème très connu que vous devez connaître, c'est le overfitting. L'overfitting, c'est le surajustement. Ça veut dire que c'est important, enfin, c'est important à comprendre en machine learning. Ça veut dire que c'est le risque que mon modèle s'adapte trop précisément aux données d'entraînement, d'accord? Au détriment de sa capacité à généraliser à de nouvelles données. D'accord? C'est un problème assez commun et qui peut fausser les performances perçues d'un modèle. Donc pour revenir à mon R2, bien qu'un R2 élevé donc, semble indiquer un modèle performant, il est important de tester également le modèle sur un ensemble de données de test non utilisées pendant la phase d'entraînement, d'accord? Pour s'assurer que le modèle généralise bien et n'est pas surajusté.